la prochaine conférence, on va accueillir Lauriane Bédard, qui va nous parler de phytorémédiation du triclosan à l'aide de plantes indigènes. Alors, on sait où est-ce que ça se trouve, le triclosan? Ah! Mais en fait, c'est parce que comme tu étais lauréate de la bourse SQP 2022, je pense que tu avais volé ton punch l'année dernière quand on avait annoncé ton projet. Non, c'est ça. Mais moi, je m'en souviens parce que c'est marqué sur ma feuille. Euh, Donc, tu es diplômée en 2021 d'un parcours transdisciplinaire incluant la chimie analytique, les sciences environnementales et l'écologie. Tu es présentement candidate à la maîtrise en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Ça jacasse, là, s'il vous plaît. Et en partenariat avec l'Institut de recherche en biologie végétale, tu travailles sur le potentiel phytoépurateur des marais filtrants en prônant l'utilisation d'espèces végétales indigènes. Ça, c'est très bien. Félicitations. Alors, à toi, Lauriane, le micro. Ouais, c'est peut-être 60, là. Puis les petits clics. Ça ici, c'est pour avancer. OK. Reculer, laser, pas dans les yeux. Génial, génial. Mais bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier la SQP pour l'octroi de la bourse que j'ai eue l'année dernière. Puis maintenant, je tiens à vous parler de mon projet de recherche. C'est un projet de recherche qui s'intéresse à 3 végétaux natifs au Canada pour la phytorémédiation, c'est-à-dire l'épuration du triclosan en marais filtrants artificiels. Très brièvement, avant d'aller plus en détail dans mon projet, j'aimerais vous convaincre ou vous rappeler de l'importance de la recherche sur les marais filtrants. La valeur déjà bien connue des zones humides naturelles est très importante, non seulement en termes de biodiversité, d'épuration des eaux, de recyclage des nutriments, mais aussi elle nous permet de créer des zones tampons aux inondations et aux fortes pluies. Parallèlement amplifié par les changements climatiques, la gestion de l'eau douce actuellement, c'est un problème majeur des temps modernes. Effectivement, notre gestion est non pérenne, puis nos réserves diminuent drastiquement. En plus de cette mauvaise gestion, une panoplie de produits chimiques de synthèse sont ajoutés dans nos eaux à tous les jours. Parmi ces produits chimiques de synthèse, on retrouve le triclosan. Le triclosan, c'est un biocide. Il sert à inhiber la croissance de certaines bactéries, champignons ou moisissures. Puis il est contenu dans un large éventail de produits, dans la majorité des produits de soins pharmaceutiques, dans le dentifrice, dans les emballages, dans divers plastiques et dans bien d'autres choses. C'est malheureusement aujourd'hui l'un des contaminants les plus répandus à travers le monde. Il est présent dans tous les compartiments terrestres. Les organismes les plus affectés par le triclosan sont les organismes aquatiques. Comme le principal milieu récepteur sont les milieux hydriques, eh bien, les organismes aquatiques sont très sensibles et maintenant à de très faibles doses. Le triclosan peut affecter aussi les communautés bactériennes. Comme c'est un biocide très efficace pour les organismes ciblés, lorsqu'il entre dans l'environnement, il expose des organismes non ciblés à très long terme. Puis, il peut notamment réduire la structure, la taille, la diversité de plusieurs communautés bactériennes. Le plus préoccupant, c'est qu'il peut induire l'émergence de communautés bactériennes résistantes, notamment aux antibiotiques. Fait que la fameuse brosse à dents, lorsque vous brossez les dents, elle peut potentiellement réduire l'effet de l'antibiotique que vous consommez. Une solution potentielle à tout ça, les marais filtrants. Les marais filtrants sont évidemment une technologie moins coûteuse que certaines technologies grises, sont aussi très avantageux dans des régions décentralisées où il y a un très faible traitement des eaux, voire inexistant. Ils permettent aussi d'apporter certains bénéfices des zones humides naturelles, mais surtout, ils sont reconnus pour traiter une large gamme d'eaux usées et sont un potentiel traitement efficace contre le triclosan. Il manque encore beaucoup d'informations sur la variété des espèces résistantes, puis sur les divers impacts sur les communautés bactériennes, d'où l'intérêt du projet de recherche. Le projet de recherche a d'abord comme premier objectif général de déterminer la capacité épuratrice du marais filtrant, des diverses conditions de marais filtrant qu'on a dans le projet de recherche. Comme objectif principal, on a déterminé les effets du triclosan sur notre marais filtrant. Puis on a un sous-objectif qui va être de déterminer l'effet à une dose un peu plus extrême sur notre marais filtrant. Il manque une diapo. Durant l'expérience, une panoplie de paramètres ont été pris. Aujourd'hui, on va en aborder seulement certains. Si vous avez plus de questions, je serai là au 5 à 7, donc ne vous gênez pas. On a créé des mésocosmes. Mésocosme, c'est un écosystème artificiel qui a pour but d'imiter un écosystème
naturelle. Donc ici, mésocosmes et marais filtrants seront synonymes. On a créé 50 mésocosmes dits sous-surfaciques, c'est-à-dire que l'eau, elle est sous la surface. Puis on les a alimentés avec une eau synthétique. On a ajouté une panoplie de contaminants, de l'urée, de la mélasse, pour imiter les concentrations qu'on a dans nos milieux hydriques au Canada. Le substrat, c'est de la perlite, mais majoritairement du gravier, puis l'eau va séjourner 3,5 jours dans le marais. Les espèces végétales ont une période d'établissement d'environ 5 mois, ce qui est largement suffisant, contrairement à la littérature qui mentionne 1 mois. Pour ce qui est des conditions, on a d'abord 3 monocultures. Pour ce qui est des espèces végétales, d'abord, on a choisi le Sporobolus michioxanus, le Phragmite australis sous-espèce americanus, donc le Phragmite indigène cette fois-ci, puis on a choisi l'Eutrochium maculatum. Le Sporobolus puis l'Eutrochium ont été choisis pour leur grande biomasse, leur croissance rapide, mais surtout parce qu'ils sont disponibles dans les pépinières de grande surface. Le Phragmite indigène, peu disponible, voire non disponible dans les pépinières, a tout de même été choisi parce qu'on voulait promouvoir son habitat, on voulait promouvoir sa présence dans un habitat où sa distribution elle est fortement affectée par le phragmite exotique. Puis pour ses capacités épuratrices similaires aux phragmites exotiques d'ailleurs. Pour ce qui est des conditions, petit problème technique. OK. Pour ce qui est des conditions, on a 5 conditions en tout, ou 5 types qu'on va dire ici. Une monoculture de Sporobolus, une monoculture de Phragmite, puis une monoculture d'Eutrochium. Puis on va avoir une condition dite polyculture, ce sera simplement les 3 espèces regroupées dans le même mésocosme. Puis on va en avoir un sans végétaux non plantés. Et pour un total de 5 réplicas, il y en a certains qui seront nos contrôles, non exposés au triclosane. D'autres vont être exposés à la dose dite normale, c'est-à-dire la dose qu'on retrouve dans nos cours d'eau ici au Canada. Puis seulement les polycultures vont être exposées à une dose plus forte pour évaluer les effets un petit peu plus rapides et extrêmes du triclosane. La panoplie de paramètres qui a été pris à travers le projet de recherche. On va simplement parler de la biomasse végétale aujourd'hui, de la capacité de consommation en eau des marais filtrants, la capacité d'élimination des polluants généraux, puis les résultats primaires sur l'activité bactérienne de la rhizosphère, du substrat et de l'eau, puis la concentration en algues des marais filtrants. Bon, très brièvement ici, malheureusement, moi non plus, on ne voit pas mes trucs sur mon graphique. Ce qu'on a remarqué, c'est que le triclosane n'a pas eu d'impact sur la biomasse végétale. C'est-à-dire que ce soit nos contrôles, la dose normale ou la forte dose, tous avaient des ratios très similaires de biomasse. C'est plutôt entre espèces qu'on a remarqué les différences significatives. Effectivement, même si les espèces étaient tous âgées exactement de la même âge, on a remarqué que le Sporobolus était nettement possédait une biomasse nettement plus grande que les 2 autres espèces, avec des taux moyens de 1,6 kg de racines sèches, contrairement aux phragmites indigènes qui étaient seulement de 0,05 et à l'Eutrochium qui était seulement 0,01 kg. On a remarqué la même tendance pour les parties aériennes que vous ne pouvez pas voir malheureusement ici. Et on peut donc conclure évidemment que le triclosane n'a pas eu d'impact sur la biomasse végétale de nos marais filtrants et que la biomasse la plus importante était le Sporobolus. Pour ce qui est de la consommation en eau des marais filtrants, lorsqu'on regarde l'évaporation des marais filtrants en litres par jour par mètre carré de surface en fonction du temps de l'expérience, on remarque encore une fois que logiquement, c'est la biomasse qui a eu un impact sur la consommation en eau, d'où le Sporobolus qui est notre grand gagnant avec un taux vraiment impressionnant de 5 litres par jour par mètre carré de surface. Donc, c'est une grande consommation d'eau, suivie de nos polycultures, qui vont avoir un ratio d'environ 3,5. Puis, ces 2 conditions, les Sporobolus et les polycultures, vont être significativement plus performants que nos marais filtrants non plantés. On peut voir nos 3 autres conditions ici qui ont des ratios très similaires, entre 0,5 puis 1 litre par jour par mètre carré. Pour ce qui est de l'enlèvement des polluants généraux, comme quelqu'un l'a mentionné un peu plus tôt, parmi les polluants généraux de l'eau, on retrouve les produits azotés et phosphorés qui vont créer notamment l'eutrophisation de certains cours d'eau. On peut voir que pour une forme de polluant azoté, l'ammonium, que nos 5 conditions de marais ont réussi à avoir des taux d'enlèvement
plus haut que 60% par condition. Par contre, on peut voir déjà que le sporobolus et les polycultures sont encore une fois les plus performants. Pour ce qui est de l'enlèvement des nitrites, il y a seulement une de nos conditions qui a réussi à enlever les nitrites, ce sont les sporobolus. Contrairement aux 4 autres conditions qui ont eu un apport en nitrites, on se doute que la grosse valeur pour les non-plantés, c'est comme il n'y a pas de végétaux pour consommer les nitrites, mais c'est celui-ci qui a la plus forte valeur. Puis, on a la même tendance que pour l'ammonium pour les nitrates, avec le sporobolus et les polycultures qui ont un taux le plus élevé encore une fois. Et pour les orthophosphates, seulement notre non-planté a réussi à n'a pas réussi à filtrer les orthophosphates. Toutes les autres cultures, oui, mais encore une fois, le sporobolus et les polycultures sont les plus efficaces. Simplement un exemple pour non seulement les sporobolus et les polycultures ont eu le taux d'enlèvement les plus efficaces, mais c'est ceux qui ont le moins varié dans le temps. C'est ceux qui, en haut, il y a eu très, très peu de variations. Comparé aux 3 autres conditions qui, eux, avaient les ratios les plus bas, mais c'est ceux qui ont possédé le plus de variations à travers le temps aussi. Ils ont été les moins stables, les moins constants. Fait qu'on conclut d'autres que non seulement le triclésane n'a pas eu d'impact sur la biomasse végétale, il n'y a pas eu d'impact sur la consommation en eau, puis il n'y a pas eu d'impact non plus sur l'enlèvement des polluants généraux. C'est plutôt la biomasse, logiquement, qui a eu un impact sur ces paramètres-là, où le sporobolus et les polycultures étaient les plus performants, puis les marais filtrants non plantés l'étaient le moins. C'est à se demander, est-ce que le triclésane a eu un effet quelconque sur nos marais filtrants? Eh bien oui, c'est lorsqu'on regarde les autres organismes dans le marais filtrant qu'on se rend compte que oui. On a regardé la concentration, encore une fois, on a un petit problème ici, c'est pas grave. On a regardé la concentration en chlorophylle A dans l'eau, tout simplement la concentration d'algues qui est dans les marais filtrants. Puis les rectangles, la distribution de gauche sur les graphiques, c'est nos contrôles. Puis la distribution de droite, c'est ceux qui ont été exposés à la dose normale pour les 3 graphiques du haut. On peut voir qu'on a une forte tendance où les marais filtrants qui ont été exposés au triclésane possèdent beaucoup moins d'algues que les marais filtrants qui n'ont pas été exposés au triclésane. Puis c'est lorsqu'on regarde les marais filtrants qui ont été exposés à la forte dose qu'on voit une différence mathématiquement significative où il y a beaucoup moins d'algues pour les marais filtrants qui ont été exposés à la forte dose. Si on veut peut-être extraire cette information-là pour l'implantation de phytotechnologie, la présence d'algues, parfois, elle peut être bénéfique, notamment parce qu'elle peut consommer des nutriments, mais aussi, ça peut causer des problèmes de colmatage, puis surtout, ça peut consommer l'oxygène dissous dans l'eau, puis diminuer certaines autres réactions de biodégradation. Fait que c'est un paramètre intéressant, mais qui peut aller dans les deux sens. Pour ce qui est des communautés bactériennes, le triclésane a eu un impact sur les algues, mais il y a aussi eu un impact sur les communautés bactériennes. On a exposé les communautés de la rhizosphère, de l'eau, puis les communautés du sol à 31 différentes sources de carbone. Le but de ça, c'était de regarder préalablement, avant les résultats du séquençage, si nos communautés bactériennes consommaient les sources d'une manière différente que ceux qui ont été exposés au triclésane, comme on sait qu'il affecte les bactéries. Pour ce qui est des bactéries de la rhizosphère, on a seulement une différence significative pour un type d'hydrate de carbone. Pour les communautés de l'eau, on n'a pas eu de différence significative. Donc, nos marais filtrants exposés à la dose extrême puis à la dose normale ou les contrôles ont consommé les 31 différentes sources de carbone de la même manière. C'est vraiment lorsqu'on regarde les communautés du sol où on voit beaucoup de différences, notamment pour 4 types d'hydrates de carbone, un type de composé phénolé puis une amide. Avec les résultats, déjà, on peut peut-être se demander, est-ce que c'est parce que le triclésane n'a pas eu d'impact sur les bactéries de la rhizosphère ou de l'eau, ou plutôt, lorsqu'on a amendé nos marais avec l'eau composée de triclésane, le triclésane est très hydrophobe, il aime pas ça être en solution aqueuse. Fait que lorsqu'on l'a versé dans nos marais filtrants, il s'est peut-être tout de suite absorbé sur le substrat, d'où nos différences significatives dans les communautés bactériennes du sol. Ce qui est vraiment intéressant de cette information, c'est que si, par exemple, on regarde la consommation des 4 sucres, donc plus l'abscisse est élevée, plus la consommation était élevée. Puis ce qu'on remarque, c'est que nos marais filtrants exposés à la dose extrême ont consommé plus rapidement plus de sucre que les 2 autres types de marais filtrants. On peut en trouver des hypothèses préliminaires potentiellement à valider toujours avec le reste de nos résultats, mais est-ce que ça veut dire que les marais filtrants exposés au triclésane pourraient consommer phytoremédier plus facilement les eaux chargées avec ces types de sucre?
à suivre avec nos futurs résultats. Ce qu'on a trouvé encore plus intéressant, c'est la consommation de ce composé phénolé. Ça, c'est l'acide salicylique. Ce qui est vraiment intéressant de nos résultats, c'est que nos contrôles, donc ceux qui n'ont pas eu de triclosane, n'ont pas du tout consommé ce composé phénolé. Le triclosane est aussi un composé phénolé. Puis lorsqu'on regarde les marais filtrants exposés au triclosane, que ce soit à la dose normale ou à la forte dose, les communautés bactériennes ont été capables de consommer ce composé phénolé-là. Fait qu'on est en train de se demander, est-ce qu'on a changé les structures ou la manière que la communauté bactérienne consommait pour peut-être les diriger ou les changer à composer d'autres types de composés phénolés? Ça nous laisse avec des hypothèses préliminaires un petit peu excentriques, mais qui pourraient être très intéressantes dans un environnement contrôlé toujours, parce qu'on ne veut pas changer l'environnement naturel, c'est pour ça qu'on fait des marais filtres. Ça nous laisse porter des hypothèses. Est-ce qu'on peut amplifier la phytoremédiation en exposant des marais filtrants au triclosane? Pour résumer l'information qui est potentiellement intéressante pour vous, le contaminant, il n'y a pas eu d'impact sur la biodiversité, sur la biomasse, sur l'enlèvement des polluants et sur la consommation en eau. Et c'est nos sporobulus et nos polycultures qui ont été les plus performants, les marais filtrants non plantés qui ont été les moins performants. Puis surtout, on voit que le triclosane a un effet sur la concentration d'algues, il permet de la réduire. Il y a des gros effets sur les communautés bactériennes aussi. Puis ça nous laisse tirer des hypothèses préliminaires où est-ce que la phytoremédiation peut être amplifiée avec d'autres types de composés en même temps de dégrader le triclosane. On va en savoir beaucoup plus lorsqu'on va avoir le reste de nos résultats, puis je serai heureuse de partager les découvertes avec vous.